Merci tout le monde d'être avec nous pour cette première conférence du cycle annuel de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, pardon. Alors, mon nom est Martin Blais, j'en suis titulaire. Avant de commencer, je voudrais rappeler qu'on est sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé, Tiohtià:ke, qui est un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations, dont la nation Kanien'kehá:ka et la gardienne. Alors, dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, je reconnais que les relations continuent entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise continuent d'exister de manière complexe. Je vous présente aujourd'hui Roger Leblanc, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, Roger Leblanc qui va nous parler de l'importance d'une politique d'inclusion de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres dans le mouvement sportif. Alors, M. Leblanc est docteur de l'École nationale d'éducation physique, de sport et des sciences de l'exercice de l'Université de Otago en Nouvelle-Zélande depuis 2004, une information que j'apprends. Euh, il est membre de l'équipe de collaborateurs scientifiques de la chaire Kino Québec et du pôle de recherche interdisciplinaire en diversité et équité de l'Université de Moncton. M. Leblanc s'intéresse aussi au mieux-être en milieu de travail, étant certifié par le American Wellness Institute depuis 2012 et il est présentement professeur agrégé à l'École de kinésiologie et de loisirs à l'Université de Moncton. Alors, Roger, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Je vous cède la parole pour cette conférence qui promet d'être très intéressante. Et je me tais. Merci, Martin. Puis je voudrais justement vous rappeler que j'ai accepté à condition que vous veniez finalement visiter l'Acadie dans un avenir très proche. On était anciens voisins à Montréal il n'y a pas longtemps et puis ça me ferait plaisir de vous recevoir ici en Acadie. Écoutez, je remercie la chaire de recherche, Martin et toute son équipe pour l'invitation. Je trouve ça formidable de collaborer avec mes amis québécois. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis connu ici à Moncton comme Rudge parce que à Moncton, puis en Acadie, les Leblanc, c'est comme des lapins. Des Roger Leblanc, il y en a 2000. On me demande toujours quel Roger Leblanc. Alors moi, c'est Rudge. Ah, Rudge, le prof à l'Université de Moncton. Moi aussi, de ma part, je voudrais qu'on reconnaisse que ma parole aujourd'hui se passe sur les territoires non cédés de nos cousins, cousines Mi'kmaq, puis que lundi prochain, c'est la journée de réconciliation. Puis rappelons-nous que chaque enfant compte. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de reconnaître, comprendre, mieux comprendre les enjeux des athlètes de LGBTQIA, puis quelle action prendre, soit comme participant, entraîneur, éducateur physique, administrateur, ou tout simplement des citoyens concernés par la justice sociale dans un environnement sportif. Je vous propose deux questions de mise en contexte. Est-ce que les filles trans devraient pouvoir participer dans les sports de filles ou de femmes? Parce que c'est vraiment la question centrale dans plusieurs débats, puis on connaît très bien ce qui se passe aux États-Unis, mais vous savez très bien que ça ronge aussi ici, surtout au Nouveau-Brunswick avec le gouvernement Higgs, mais que ça se propage partout ailleurs au pays dans un monde conservateur. La deuxième question aussi que je voudrais qu'on aborde, c'est de réfléchir pourquoi n'a-t-il pas de joueurs ouvertement gays dans la Ligue nationale? Puis pour répondre à la première question, j'ai une petite vidéo produite par l'une de mes étudiantes de mémoire sur la transphobie.
Pour la deuxième question, pourquoi n'a-t-il pas de joueurs ouvertement gays dans la LNH? Rappelons-nous qu'il en existe pourtant ailleurs, puis il en existe beaucoup. Si on regarde les images suivantes, on voit David Copé, Justin Fashneau, Ian Roberts, Garrett Thomas, John Amici, Michael Sam, qui ont tous participé pendant leur carrière professionnelle, à un moment donné ou autre. Ce qui est rare, surtout Garrett Thomas, Ian Roberts, dans les années, fin des années 90. De plus près, on a d'autres athlètes qui sont assez bien connus, mais qui ont sorti du placard après leur carrière professionnelle, comme Don Palmer des Wallabies, et d'autres athlètes comme Colton Underwood, Gus Kenworthy, champion olympique. On a Michael Sam, Carl Nassib, ici des États-Unis. Ici au Canada, rappelons-nous qu'on a Chris Burley, John Fennell, Greg Smith, Connor Taras, John Epping, Dustin Kidby, Marc Leduc, Brian Marshall, Christopher Voth, Eric Mitchell, Pat Patterson, Terry Garvin, Tyler Cranston, Scott Granum, Mark Tewksbury, Marcus Thornmere, Dennis Coy, Norman Elder, Jeffrey Bartle, Brian Orser, Eric Radford, David Wilson comme entraîneur, Lyndon Johnson comme entraîneur, Matthew Hall, Robert McCall, Brian Poca, Luc Bradet, on a Simon Dunn, Shawnee Barber, Marcus Thorner, puis un des derniers multimillionnaires, gamer Amaz, qui a gagné 3 millions de dollars, 3,7 millions de dollars l'année dernière. Je ne voudrais pas oublier non plus les femmes remarquables dans le sport comme Elisa Larry, Marie-Ève No, Betty Baxter, Claire Buchanan, Caroline Ouellet, Brittany Ben, Gabrielle Debus, Nancy Drolet, Kenny Fisher, Jessica Platt, Michelle Duff, Samantha Mendel, et j'en passe. Vous voyez qu'il y en a énormément dans le monde sportif. Alors, rappelons-nous, pourquoi il n'y en a-t-il pas dans la Ligue nationale de hockey pendant leur carrière? La première, puisque j'appelle la doyenne des athlètes de LGBTQIA au Canada, c'est Sandy Parker dans la fin des années 70, qui était une lutteur de l'Ouest canadien. Mais on a aussi des grandes personnes du monde trans qui font également partie de nos athlètes élites au Canada. Il y en a qui diraient, mais attention, Rod, il y en a des joueurs de hockey qui sont sortis pendant leur carrière professionnelle comme Brock McGillis ou John Lee Olsen au Danemark, mais rappelons-nous qu'ils ne sont pas membres de la Ligue nationale de hockey. Il y a aussi Yannick Duplessis, dont je parlerai plus tard, puis Luc Prokop, qui sont également des recrues dans les ligues juniors, puis professionnelles, mais qui n'ont pas encore joué un match. Le seul arbitre professionnel dans la Ligue nationale de hockey, c'est André Drury, qu'on appelle Baron. Je vous partage ceci parce que je trouve important de reconnaître la puissance du sport, du mouvement sportif, du contexte sportif comme pouvoir de silencer, de rendre invisibles certains athlètes issus des communautés de LGBTQIA. Puis vraiment, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai une citation qui exprime le mieux le pouvoir du sport à contrôler des vies. Marc était un de mes premiers sujets il y a quelques années
À 63 ans, il avait participé comme entraîneur, joueur, arbitre, gérant et ainsi de suite. Puis, lorsqu'il m'a partagé son vécu, il me dit, vraiment, Raj, je me sens triste et seul. Tu sais, j'ai 63 ans à l'époque et je n'ai jamais eu à ce jour quelqu'un à coucher dans mon lit. Je rêve toujours que de revivre ma vie librement et avec fierté. Par mon implication dans le sport du rugby, je ressens maintenant avoir perdu ma vie pour plaire aux autres. Avant de mourir, je voudrais juste passer une nuit, une seule nuit, dans les bras de quelqu'un qui m'embrasserait et qui m'aimerait. Juste une nuit, juste une nuit. Après même 20 ans lire cette citation, puis je connais très bien Marc, que on connaît vraiment le pouvoir du sport à rendre des vies misérables et indéniables. Alors, je voudrais bien qu'on prenne le temps de comprendre rapidement ce que j'appelle la théorie de la conspiration du silence. Qu'est-ce qui rend silencieux ou invisible certains athlètes issus des communautés de LGBTQIA dans le mouvement sportif, puis plus en particulier pour qu'on comprenne bien le pouvoir, serait un joueur gay de la Ligue nationale de hockey. Alors, si vous regardez l'image suivante, je vais en passer rapidement, mais regardez à gauche, vous avez le pourquoi on demeure silencieux. À la droite, le comment on demeure silencieux ou invisible. Je sais que je parle à une population ou à euh, des gens qui sont avertis. Je vous rappelle que l'hégémonie hétérosexuelle, c'est le pouvoir, par consentement, de croire que l'hétérosexualité est la norme. Pourtant, on sait que c'est le contraire. Mais dans le monde sportif, si on n'est pas hétérosexuel, on est différent. Dans la théorie de la spirale du silence, je trouve ça très intéressant parce que la théorie la spirale du silence évoque le pouvoir de la perception de l'opinion publique. En d'autres mots, plus on perçoit le public étant de notre côté, plus on est en mesure de verbaliser nos opinions et nos croyances. Mais lorsqu'on se rend compte que l'opinion publique est en faveur de notre point de vue, on demeure silencieux. En d'autres mots, il y a quelques années, si on criait comme commentaire raciste dans un aréna, les gens se lèveraient debout puis ils diraient non, que ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. Encore aujourd'hui, dans certains arénas, puis on l'a vu dernièrement, l'année dernière au Québec, lorsqu'on a des gens qui ont des commentaires haineux, on ne se lève pas toujours debout. Puis ceci, ça explique le silence de certaines personnes de ne pas se lever debout contre la transphobie, l'homophobie, les féminophobies et ainsi de suite. Dans le cadre à droite, où est-ce qu'on voit la gestion, le comment les gens demeurent silencieux. Rappelons-nous les étapes du coming out. Ici, je parle de Pat Griffin puis Wood, de fin des années 70, début des années 80. Ils ont vu le processus de coming out dans 6 étapes. Où est-ce qu'on est complètement invisible, même à nous-mêmes, ou est-ce qu'on commence à soupçonner qu'il y a quelque chose de différent par rapport à quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est l'étape de passé. Ensuite, on couvre où est-ce qu'il y a une certaine censure, mais je ne m'assume pas encore. Ensuite, il y a la partie implicite où est-ce que j'assume que les autres savent, mais j'en parle pas encore. Je suis quand même honnête avec moi-même. La partie explicite où est-ce que je m'en fous ce que les autres pensent. Et puis, je sais que tu sais, puis je peux choisir d'en parler, mais c'est vraiment une question d'affirmation. La dernière étape qui est une visibilité complète, où est-ce qu'on a une intégration de la personne, ce qu'on appelle l'émancipation, si vous voulez, l'authenticité ou l'intégrité de personnalité de la personne. Mais rappelons-nous, puis ici, je fais référence à la période où une personne là, a fait son coming out, puis peut-être le regrette. Puis c'est ici où est-ce qu'on a vraiment la zone grise où le niveau de peur, de fear, est le plus haut.
C'est-à-dire, lorsque la personne a dit à quelqu'un, une fois que c'est sorti, elle ne peut plus revenir, c'est à ce moment-ci qu'on voit le taux de suicide le plus important chez, comme on le sait, les jeunes ados. Mais dans le monde sportif, c'est encore plus intensifié parce qu'ils sont des personnalités publiques. Cette zone grise divise clairement la visibilité et le silence. Quand les athlètes sont silencieux ou lorsqu'ils sont invisibles, ils se sentent souvent opprimés, tyrannisés par les autres et soi-même, vivent en peur, sont isolés par les autres, sont souvent victimes d'harcèlement, intimidation, mais sont aussi des agents. Quand je dis des agents d'harcèlement puis d'intimidation, c'est qu'on voit souvent dans la littérature que certains des plus grands homophobes sont gays eux-mêmes. D'autres se sentent sans pouvoir de changer leur vie, sont aliénés par leur sport, vivent des grandes solitudes ou, le contraire, vivent de la violence. Ou est-ce qu'on a des athlètes qui sont hyper masculins ou hyper féminins ou qui vivent de la honte ou qui ont des tentatives ou des pensées suicidaires. Lorsqu'on voit que la personne est plus visible, bien dans sa peau, elle reprend plaisir à vivre son sport, se sent inclus, se sent compatible avec ses compatriotes hétéros, un niveau de sentiment d'émancipation, se sent beaucoup plus productif comme athlète, c'est-à-dire que la personne, l'athlète, n'est pas obligé de penser à ses peurs ou à sa honte, donc devient plus productive, puis se réconcilie avec son sport, puis se sent beaucoup plus altruiste, c'est-à-dire que son travail d'orientation sexuelle, si vous voulez, est fini, puis elle peut se permettre de se tourner vers ses collègues ou les plus jeunes, puis les aider davantage. Mark Bingham, si vous ne connaissez pas, faisait partie de le vol 93 le 11 septembre. Il était joueur de rugby, puis lorsqu'il a pris son envol, il a envoyé à ses collègues un dernier message parce que le soir même, il allait jouer son premier match de rugby gay avec une équipe de rugby gay à San Francisco. Et puis, voici ce qu'il a écrit à ses collègues avant de prendre l'avion. Malheureusement, Mark est décédé parce qu'il faisait partie des 3 ou 4 euh, personnes dans l'avion qui ont attaqué les pirates de l'air. Comme nous avons travaillé fort et sué et couru et parlé ensemble cette année, je me sens finalement accepté comme un homme gay et comme un joueur de rugby. Mes deux mondes irréconciliables se sont finalement rejoints et j'en suis fier pour moi et pour tous les gens. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de retenir lorsqu'on permet aux athlètes trans ou aux athlètes issus des autres communautés minoritaires de s'épanouir dans le sport, tout le monde en bénéficie, pas seulement les athlètes gays. Alors, lorsqu'on permet l'émancipation, on a ici, c'est une autre façon d'exprimer de l'invisibilité à la visibilité, mais aussi le degré d'émancipation. Lorsqu'on est dans le placard où on est silencieux, on divise, on isole souvent l'orientation sexuelle de l'athlète, comparativement à son identité sportive comme athlète ou son identité sociale, comme ami, frère, enfant et ainsi de suite. Lorsque la personne commence à se douter ou commence à s'affirmer, surtout dans le monde sportif, on se rend compte que son orientation sexuelle, son identité sexuelle ou son identité sociale comme athlète ou comme ami sont plus importants que son identité sportive comme athlète de haut niveau. C'est à ce moment ici que plusieurs athlètes, selon nos recherches, quittent le sport compétitif parce que c'est rendu un milieu nocif, un milieu violent, un milieu toxique pour ces gens-là. Comparativement à lorsqu'une personne est permis ou
se sent capable de s'affirmer dans son milieu sportif, autant dans son milieu social avec son orientation sexuelle, il y a justement un degré d'émancipation puis de réconciliation, si vous voulez, de toutes ces identités. En d'autres mots, what you see is what you get. La personne est beaucoup plus heureuse dans son entourage, comme athlète, comme personne issue des communautés de LGBTQIA ou comme ami ou comme conjoint et ainsi de suite. Pourquoi c'est important d'en parler de ce degré d'émancipation puis de permettre des environnements sains, sécuritaires pour les athlètes, pour les enfants au sein des cours d'éducation physique? Parce que c'est une question d'éthique, c'est une question de code professionnel reconnu par le Centre canadien de l'éthique dans le sport, mais c'est aussi reconnu par le U-Sports ou le Comité pour les Jeux du Canada ou pour toutes les associations provinciales comme étant un droit humain d'être capable de jouer. Le problème qui existe, c'est que ces politiques d'inclusion ne sont pas toujours claires dans le monde du sport professionnel. Une autre raison qu'il faut en parler, puis j'aime beaucoup les citations d'Anastasia, qui dit que beaucoup d'athlètes abandonnent leur sport plus fréquemment que leurs pairs hétérosexuels et cisgenres ou pensent que des interventions médicales sont nécessaires pour continuer à participer. Les athlètes de LGBTQIA font face à l'isolement social qu'ils restent dans un environnement sportif toxique, constatent une amélioration de leur performance après leur coming out, soit avoir des modèles de plus en plus out, puis plusieurs ont envisagé ou tenté le suicide. Pour Eric Mitchell du saut au ski, lui pense que 70% des athlètes pensent que les sports pour les jeunes ne sont pas accueillants ou sûrs pour les personnes de LGBTQIA. Puis 80% des participants canadiens ont été témoins ou ont vécu une forme d'homophobie et j'ajoute transphobie dans le sport. Pour Rose Cossard, en gymnastique rythmique, les femmes sont perçues comme étant lesbiennes lorsqu'ils participent dans des sports de haut niveau. De nombreuses femmes ne jouent pas de sport. Pour cette raison, l'excellence d'une femme dans le sport met en question les notions de masculinité traditionnelle, force puis endurance. Puis de nouvelles études ont montré que les adolescentes abandonnent le sport par crainte d'être considérées, comme je l'ai dit, lesbiennes. Betty Baxter, une de mes bonnes amies, dit aussi qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'entraîneurs out, encore moins au niveau professionnel. De nombreux entraîneurs de LGBTQIA craignent la réaction négative de leurs associations et surtout la réaction des parents. Certains athlètes ne veulent pas jouer pour un entraîneur gay ou lesbienne puisqu'ils sont considérés comme des prédateurs sexuels. Les entraîneurs croient que le fait de sortir causera plus de problèmes et posera plus de risques que de chercher l'orientation sexuelle. Diverses stratégies sont ensuite utilisées pour masquer leur orientation sexuelle dans leur mouvement sportif. Le recrutement négatif est également une préoccupation. Pour les femmes trans, le motif de la transition est souvent mis en question pour les femmes transgenres. Les croyances persistent qu'elles ne sont pas vraiment des vraies femmes. Il existe toujours des présomptions que les femmes trans auront un avantage compétitif injuste qui fait que leur éligibilité est réglementée par de nombreuses organisations sportives, surtout aux États-Unis. Pour les hommes trans, le motif de la transition n'est pas souvent mis en question pour eux. La croyance persiste qu'ils ne sont pas des vrais hommes est moins fréquente que pour les femmes transgenres. Les avantages compétitifs ne sont pas suspects, donc il y a moins de questions d'éligibilité. Alors, comme professionnel de la santé, comme éducateur, comme entraîneur, comme parent, comment peut-on agir? Alors, je ne vais pas lire toutes les diapos, mais c'est important de reconnaître que le langage est important. Le langage inclusif, les pronoms dont la personne veut être appelée, assurer que les blagues sont interdites, que les phrases sexistes ne sont pas bienvenues, et puis qu'un langage neutre, comme bonjour tout le monde, au lieu de bonjour les gars, bonjour les filles, serait mieux, puis d'éviter toute activité
genré où est-ce qu'on divise les garçons puis les filles. Surtout dans un monde où le sport mixte auprès des Gen Z devient de plus en plus populaire puis plus voulu. Alors, si on veut, comme professionnel de l'éducation physique puis du sport, que nos enfants jouent des sports tout au long de leur vie, on doit s'assurer que leur environnement est sécuritaire puis répond à leurs besoins. Alors, pour promouvoir des environnements inclusifs puis moins toxiques, on doit surtout avoir des politiques. Alors, des codes de conduite générales pour tout le monde, y comprend les parents puis les partisans. Avoir des politiques plus précises envers les employés puis les bénévoles, des politiques d'équité puis d'accès, autant entre les sexes, des politiques de confidentialité, des politiques d'intimidation puis d'harcèlement au compte, puis politique d'inclusion des athlètes trans. Lorsqu'on voyage avec des athlètes de LGBTQIA, il faut favoriser des environnements inclusifs, c'est-à-dire à domicile. Lorsqu'on reçoit des équipes, lorsqu'on reçoit des athlètes, on doit s'assurer que chaque vestiaire devrait être disposé de zones privées fermées pour se changer, prendre des douches et des toilettes qui soient accessibles à tous, s'assurer que nos organisations, juridictions, pour l'affichage utilisé dans les toilettes et les vestiaires, utilisent d'autres panneaux sur les toilettes. Puis, si vous avez un uniforme ou un code vestimentaire d'équipe, assurons-nous qu'il respecte l'identité de l'expression de genre de tous les individus concernés. Lors des déplacements avec nos athlètes ou lorsqu'on se déplace ailleurs, on doit s'assurer qu'en tant qu'entraîneur, parent ou bienveillant, de veiller à ce que les lieux soient sécuritaires pour tous les membres de l'équipe, y compris nos pluralités de genre dans nos équipes. On doit aussi travailler avec tous les membres de l'équipe pour faire en sorte que chacun se sente en sécurité, que les athlètes transgenres, surtout, devraient généralement partager leur chambre d'hôtel en fonction de leur identité de genre, tout en reconnaissant que tous les athlètes qui ont besoin d'un peu plus de privé devraient être accommodés quand c'est possible. On doit aussi travailler avec tous les athlètes qui pourraient avoir des inquiétudes concernant les locaux de compétition afin d'assurer qu'il y a des vestiaires confortables et sécuritaires avant le départ vers notre destination. Alors, pour favoriser des environnements inclusifs, on doit avoir une certaine visibilité. Encore une fois, je ne vais pas tirer tout le diapo, mais je vous partagerai la version PDF, qu'on doit avoir des affiches, on doit avoir des dépliants, on doit avoir des gens qui sont out, des gens qui supportent les gens qui sont out ou qui sont même pas out. On doit afficher les politiques et s'assurer que tous nos bénévoles et les parents sont conscients de ceci, mais que la visibilité dans nos gymnases, dans nos centres sportifs, par rapport à nos politiques d'inclusion ou de zéro tolérance envers l'intimidation puis l'harcèlement soit bien connue. Dans les vestiaires, on doit intervenir lorsqu'il y a des exemples d'harcèlement ou d'intimidation, s'assurer que les politiques sont basées sur des principes généraux, élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel, puis les appliquer, puis répondre aux craintes concernant les personnes de LGBTQIA dans les vestiaires par l'éducation et la sensibilisation. Puis finalement, on doit sensibiliser les parents qui expriment des inquiétudes au sujet des personnes de LGBTQIA dans les vestiaires, aux politiques d'harcèlement sexuel et aux attentes d'un traitement respectueux pour tous, y compris des politiques de non-discrimination qui incluent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. J'arrive presque à la fin. On doit être prêt lorsque quelqu'un fait son coming out, surtout les enfants ou les athlètes, que c'est un signe de confiance, qu'on doit vérifier à quel point c'est confidentiel, ne pas oublier que leur genre, leur sexualité n'est pas une petite dimension de leur identité, montrer que l'intérêt pour cette partie d'entre eux soit partagé avec vous, puis demander leur comment
on peut mieux les soutenir. À ne pas faire serait de dire j'ai toujours su ou minimiser l'importance de leur partage. Ne pas partager des informations avec d'autres sans autorisation de la personne même. Ne pas oublier qu'ils sont toujours la même personne que vous connaissiez avant. Ne pas poser des questions d'approfondissement ou des barrières ou franchir des barrières personnelles que vous n'auriez pas franchies auparavant. Puis ne pas supposer que vous sachiez pourquoi ils sont venus vers vous. Il y a plusieurs ressources clés en français qui sont disponibles, puis j'apprécierais si dans le clavardage, dans le chat, si vous connaissez d'autres ressources qui ne sont pas ici, que vous pourriez les partager avec le reste de l'auditoire. Il y a également encore plus des ressources clés en anglais. Vous connaissez la règle cardinale qu'on a appris souvent par des entremises religieuses qu'on doit toujours traiter les autres comme on voudrait être traité. Mais je peux vous dire que la prochaine génération n'y croit pas, que leur règle platinum, c'est de toujours traiter les autres, pas comme l'on veut être traité, mais comme elle, lui ou elle veulent être traités. Pourquoi? Pour multiplier les histoires de succès comme celle de Yannick Duplessis dont je vous partage maintenant. La sortie publique de Yannick Duplessis hier continue d'attirer beaucoup d'attention et de discussion. Le joueur de hockey âgé de 17 ans a dévoilé son homosexualité, un geste rare dans le monde du sport. Ouais, la Ligue de hockey junior majeur du Québec nous a dit que c'est la première fois qu'un joueur encore actif se déclare ouvertement gay. En fait, là, même qu'il soit de l'équipe première ou encore des joueurs substituts comme Yannick, là, qui Yannick s'est d'abord ouvert à ses parents qui ont compris bien des choses. C'était comme un choc, là. On savait qu'il y avait quelque chose avec Yannick qui n'allait pas. C'était pas Yannick qu'on avait avant. Puis hier, on regarde, puis on est vraiment proud de lui. So. Ses parents sont fiers de sa démarche qui aurait pu être risquée. Ben, on pensait tout le temps au pire que Yannick allait se faire rejeter, puis c'est notre enfant, puis... de la société qu'on vit dedans. Je pense que ça représente mieux l'Acadie moderne, ça représente mieux notre société moderne qu'on a évolué. Moi, c'était plus
Ma raison numéro un, c'était je voulais aider des gens qui passent à travers la même chose que moi j'ai passé à travers. Là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelques petites choses ou des notions que vous ne connaissiez pas avant. J'apprécierais des questions ou des commentaires avant qu'on se quitte aujourd'hui. Merci.